Le Grand Oral, l'émission des élites. Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Grand Oral de ce 3 juin 2017 et c'est avec un réel plaisir que je reçois ce matin M. Seydou Gueye, ministre porte-parole du gouvernement, membre de l'Alliance pour la République. Bonjour M. le ministre. Bonjour M. Gueye. Alors, heureux de vous accueillir dans ce plateau de l'émission Le Grand Oral. L'actualité est marquante, on va passer dans le vif du sujet. Au plan politique, restent les élections législatives du 30 juillet. Les investitures, les dépôts des listes ont été effectués. Des listes au nombre de 49 pour un fichier de 6500 électeurs. C'est pas un peu trop? Merci beaucoup pour votre invitation. Vous savez, il n'y a qu'à la radio où on vient avec plaisir passer l'oral, puisqu'au final, on peut ne pas avoir été éliminé. Merci beaucoup et tous mes encouragements pour cette belle initiative. Vous avez raison, nous avons un problème avec la démocratie dans notre pays. 49 listes pour des élections législatives, je pense que c'est en droite ligne des élections locales de 2014. On avait plus de 2000 listes. Donc il est vraiment venu le temps de prendre les choses en main à travers les propositions que M. le Président de la République avait fait valider par les Sénégalais lors du référendum. Il s'agit de la modernisation de notre vie publique, des partis politiques et de l'adoption vraiment d'une nouvelle démarche avec une opposition organisée autour d'un chef de l'opposition. Je pense qu'à ce rythme-là, on ne peut plus continuer comme ça. Imaginez l'inconfort ou la difficulté que pourrait avoir l'électeur avant de rentrer dans l'isoloir, de piocher sur 49 tas. Lui-même, il risque de faire des erreurs dans ses choix. Je crois que c'est une question difficile. Nous trouvons en tout cas trouver d'autres modalités pour la représentation, qui est une composante essentielle de la démocratie. Puisque c'est trois choses, la démocratie. C'est d'abord la délibération, c'est tout le débat que nous devons avoir sur la question du sens. Malheureusement, dans notre pays, il nous faut encore faire beaucoup d'efforts pour arriver au bon niveau en termes de qualité du débat. La démocratie, c'est également la représentation. Et la représentation, c'est d'abord les personnes qu'on désigne, mais c'est surtout les procédures par lesquelles on les désigne. Et voilà, donc ces procédures, représentation, et nous sommes bons dans la procédure puisque nous avons un code électoral et un système électoral éprouvé qui aujourd'hui est au-delà de toute suspicion. Si on est objectif et honnête, on a des progrès à faire dans la représentation et dans la qualité du débat qu'il faut relever. Maintenant, les listes sont déposées et on peut dire que les dés seront jetés. Maintenant, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour une organisation des élections transparentes et quel est le montant aujourd'hui qui est fixé pour organiser ces élections? Alors, vous me posez des questions qui sont des questions importantes certainement, mais sur lesquelles je n'ai pas les éléments de réponse. Les dés sont jetés? Non, je ne le crois pas, parce que les dés sont jetés au lendemain de la victoire, du camp de Benno Bokk Yakaar. C'est à ce moment-là que les dés seront vraiment jetés. Vous êtes sûr de votre victoire alors? Nous sommes très confiants. Une élection n'est jamais gagnée d'avance, mais nous sommes très confiants du point de vue des éléments que nous avons en notre faveur. Le bilan élogieux du président Macky Sall, et j'espère que pour l'intérêt de cette échéance, l'opposition acceptera, quelle que soit la coalition d'ailleurs, de débattre sur le bilan du président, puisque c'est de ça qu'il s'agit. En vérité, de quoi s'agit-il? Est-ce que nous voulons toujours continuer dans le camp du progrès ou est-ce que nous voulons arrêter toutes les belles choses qui sont arrivées aux Sénégalais depuis 2012? Donc c'est ça, il faut vraiment qu'on puisse poser le débat autour de ce qui est important et significatif pour les Sénégalais. Voilà, et puis je pense que nous avons fait de belles investitures avec un Premier ministre qui est actif et qui est tête de liste. Je pense que c'est une très très bonne option. Certes, vous avez un bilan, mais l'opposition aussi a un programme qui est différent du bilan. Mais pour moi, le programme de l'opposition, malgré tout le respect que je dois à mes amis de l'opposition, peut être résumé en 2 ou 3 phrases. C'est
pousse-toi que je m'y mette. Vous connaissez le programme de l'opposition. À part l'invective, la désinformation, la stratégie d'intoxication, quel est le programme de l'opposition? Vous le connaissez? Ça, on en reparlera au cours de cette émission. Je l'espère. Alors, parmi les coalitions de partis, il y a la coalition Benno Bokk Yakaar, vous l'avez dit tantôt, Mohamed Boun Abdallah Dionne, le Premier ministre, va diriger la liste nationale. Pourquoi ce choix? Mais c'est un choix de cohérence. Puisque si nous avons l'option d'aller aux élections sur la base de ce que nous avons réalisé, je pense que le meilleur au poste, c'est celui qui a fait le plus dans ses réalisations. Et vous savez, le PSE a été mis en œuvre pratiquement par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Ses prédécesseurs ont travaillé sur d'autres chantiers, mais à titre principal, c'est lui qui a mis en œuvre les orientations du plan Sénégal émergent. Et c'est important qu'on puisse débattre de ça. Pourquoi? Parce que si vous auscultez toute l'histoire de notre pays, c'est la première fois que le Sénégal a de vraies perspectives de développement économique consignées dans un document avec une mise en œuvre cohérente et conséquente. D'abord, par la planification et la programmation des projets et des ressources dont on a besoin jusqu'en 2035. C'est la première fois que ça nous arrive. La deuxième chose, c'est qu'en plus de cela, c'est la première fois que le Sénégal a autant d'opportunités autour des nouvelles découvertes pétrolières et tout ça. Donc, il est important que l'opposition comme le pouvoir organise le débat autour de cette problématique. Qu'avons-nous fait en 5 ans? Que comptons-nous faire par la suite? Qu'avez-vous fait en 5 ans? D'énormes choses. Énormes choses. Si vous voulez, on va vous sonder, quel que soit le chantier que vous touchez, quel que soit le secteur. Alors, on va démarrer par le secteur des infrastructures, qui est le plus en vue, parce que si on nous dit que Macky Sall a plus fait en 5 ans que tous ses prédécesseurs, moi, ça me paraît un peu paradoxal. Alors, je vais vous donner des chiffres et je vais vous faire une analyse différentielle. Si vous considérez le nombre de kilomètres de routes revêtues, je ne parle pas de construction nouvelle, sur une période de 2000 à 2011, l'ancien régime a fait 1758 kilomètres. Vous convertissez ça en moyenne annuelle, ça vous donne 131 kilomètres par année. Entre 2012 et 2016, avec le président Macky Sall, nous en avons fait 1295. Vous convertissez en moyenne, nous sommes à 259 km par année, contre 131 sous l'ancien régime. Vous prenez les autoroutes. Entre 2000 et 2011, on a fait 32 km, soit 2,6 km par année. Entre 2012 et 2016, nous avons fait 36 km, soit 7,2 par année. Donc, la comparaison n'est pas soutenable. Et dernier exemple, prenez les ponts et les ouvrages d'art. En 11 ans, le président Wade et son régime ont réalisé 11 ponts, soit une moyenne d'1 pont par année. Nous, en 4 ans, nous avons fait 12 ponts, soit 3 ponts par année. Donc, à ce niveau-là, les performances du Sénégal sont inédites. Et on parle des projets qui ont été laissés ici par Abdoulaye Wade. Mais ça, Diamniadio, ce n'était pas une imagination du président Abdoulaye Wade. Et Diamniadio est emblématique de beaucoup de projets. J'entends certains dire d'ailleurs que le président Macky Sall ne pourra même pas peindre les chantiers. Mais je pense que pour ceux qui le disent, quand ils quittent Thiès pour arriver à Dakar, ils ne passent pas par Diamniadio. Sinon, ils auraient vu toutes ces belles choses qui sont arrivées. Prenez l'aéroport AIBD. Un projet d'Abdoulaye Wade. C'est un projet qui était là avant le président Abdoulaye Wade, qu'il a lancé, qui n'a pas terminé et qui nous a laissé beaucoup de situations difficiles. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 98% d'exécution de ce chantier qui devra être livré d'ici la fin de l'année. Donc ce sont des choses essentielles et importantes.
Puisque quand vous connaissez l'histoire de l'aéroport international, du deuxième aéroport du Sénégal en tout cas, de Dakar, du temps du Parti socialiste, l'idée était là, les études étaient là, le président Abdoulaye Wade a pris la décision de le lancer, et puis il n'a pas pu le finir. Voilà, c'est tout simplement parce que plombé par de mauvaises négociations, des contrats qui n'étaient pas forcément à l'avantage du Sénégal, de l'incertitude dans le management et le pilotage du projet. Et aujourd'hui, le président Macky Sall l'a repris, l'a structuré, puisque ça, c'est une chose qu'il fallait faire. Le président l'a initié, mais il n'a pas terminé, c'est tout, comme ça. Alors, au-delà des réalisations, nous allons y revenir tout à l'heure, mais on va continuer à parler de ces investitures. Alors, on sait que le choix n'a pas été facile. Alors, qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix de telle personne ou de telle autre personne? Pourquoi pas Mimi Touré à la place de Mohamed Boun Abdallah Dionne, lui qui a aussi eu à diriger le gouvernement du Sénégal? Écoutez, les investitures sont toujours des questions difficiles, puisque vous avez, pour 165 députés, vous pouvez avoir 50 000 candidatures. Les unes toutes aussi légitimes que les autres. Les unes toutes aussi bonnes que les autres. Maintenant, le problème ne s'est pas posé pour nous en termes de comparaison entre X, Y ou Z. Je vous ai dit, le cadrage et la vision, c'était de mettre à la tête de notre équipe la personne la plus indiquée pour expliquer et partager le bilan du président Macky Sall. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a été celui qui a le plus travaillé sur le plan Sénégal émergent en termes de réalisation. Ses prédécesseurs ont fait autre chose, ont participé à la réflexion, mais dans la mise en œuvre des projets et programmes, c'est avec lui, puisque nous en sommes à la 3e année de mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Et il est bientôt là, il est là depuis bientôt 3 ans. Donc en termes de temporalité et de séquence temporelle, c'est lui qui a mis en œuvre le plan Sénégal émergent. Pourquoi et je rappelle, ne figure pas dans les listes? Je rappelle que le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, avant d'être nommé Premier ministre, était le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent. Voilà. C'est ça qui est objectif et c'est tout. Pourquoi Aminata Touré ne figure pas dans les listes? Pourquoi Seydou Gueye ne figure pas dans les listes? Mais elle a battu campagne pour être députée. Elle a même changé de base politique. La campagne n'est pas ouverte. Elle n'a jamais caché son choix. La campagne des législatives n'est pas encore ouverte. Elle n'est pas encore ouverte. C'est pas un sacrifice comme ses partisans le pensent. Mais attends, un ancien Premier ministre. Est-ce que Seydou Gueye est sacrifié? On parle de Seydou Gueye comme directeur de campagne de ces élections législatives. Moi, vous confirmez l'information? J'ai entendu ça hier dans la presse. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Vous ne confirmez? Pas grand-chose à dire là-dessus. Alors, quelles sont les personnes qui composent la liste de Dakar? Parce qu'il y a un mystère. Personne, même les responsables au niveau départemental, ne savent pas s'ils figurent oui ou non dans ces listes. Qu'est-ce qui explique ce mystère? Parce que la date officielle à laquelle on pourra tous savoir qui est sur les listes et qui n'est pas sur les listes, c'est dans une semaine. Pratiquement, c'est le 9. Maintenant, il faut savoir que l'option de départ pour faire nos listes était de donner la parole à la base pour qu'à l'issue de consensus, le processus d'investiture se déroule. Et vous avez remarqué sur la période toutes les difficultés que nous avons rencontrées et l'absence de consensus à la base. Il a fallu que le président de l'Alliance pour la République et le président de la coalition reprennent les choses en main et décident de procéder aux investitures en relation avec nos partenaires et alliés de Benno Bokk Yakaar. Et dès lors que c'est comme ça, la situation est la suivante. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous dire en toute objectivité comment est composée la liste Benno Bokk Yakaar de Dakar. Ce qui importe, vous ne le savez pas. Pour ce qui importe, c'est de construire des équipes pour gagner. Puisque la liste, elle est d'abord fixée par la loi au regard du prorata qui est défini par le code électoral pour le nombre de députés. Ce qui importe, ce n'est pas d'être premier de la liste ou 7e. Ce qui importe, c'est comment créer les conditions d'une dynamique, mettre Dakar en mouvement pour la
gagner Dakar. C'est ça l'enjeu pour nous. Ce n'est pas être tête de liste ou 7e sur la liste. Puisque être tête de liste ne donne aucune responsabilité particulière, comme elle ne fait peser sur la tête de liste aucune obligation supplémentaire, sauf de travailler en collégialité, efficacité, engagement pour remporter la victoire. Nous sommes dans un scrutin de liste, nous ne sommes pas dans un scrutin uninominal. Maintenant, nous aimons bien ce débat sur tête de liste et on lui donne une valeur qu'elle n'a forcément pas, mais qui, de mon point de vue, ne fait que flatter les égoïsmes. Alors moi, je vais rebondir sur ma question. Pourquoi ce mystère? On sait que chez l'opposition, à Manko, on a déjà publié une liste des personnes qui composent la liste à Dakar et au plan national. Pourquoi ce mystère autour des listes de Benno Bokk Yakaar? Mais il n'y a pas de mystère, on est conforme à ce que prescrit la loi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous prononcer sur les listes dès lors que vous savez qu'après le dépôt, les mandataires disposent d'un certain délai pour apporter les correctifs, faire les régularisations, puisque ce sont des listes provisoires. Et il faudra ensuite un travail de l'administration qui est en charge de l'organisation des élections pour publier les listes définitives. Mais on a l'habitude de faire des fuites, de donner quelques informations. Mais si on veut rester dans l'orthodoxie, on ne peut pas avoir, en tout cas du point de vue de public, la publication des listes avant le délai qui est prescrit par la loi. C'est ça, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de mystère. Ce qui importe, c'est de faire des listes de façon cohérente. Je disais tout à l'heure, conformité avec l'éthique de la démocratie, représentativité, représentation, mais également impact politique et puis concevoir les listes d'un point de vue stratégique parce qu'il s'agit d'aller à la conquête et il faut mettre toutes les forces et toutes les chances de notre côté. C'est ça qui est en jeu. Alors, le monde entier se tourne aujourd'hui vers la jeune génération. En France, l'élection d'Emmanuel Macron a jeté comme élan à tous ces jeunes militants qui aujourd'hui aspirent à être à l'Assemblée nationale française. Qu'en est-il du Sénégal et surtout de votre liste Benno Bokk Yakaar? Y a-t-il assez de jeunes dans ces listes? Mais la jeune génération, comme on en parle, et le phénomène Macron n'a pas commencé en France. Le phénomène Macron, nous on l'a connu en 2012 avec le président Macky Sall. Il était jeune, peut-être un peu plus jeune que Macron, un peu moins jeune que Macron quand il est arrivé au pouvoir. Mais c'est un parti qui a mis sur la touche, passez-moi l'expression, les partis traditionnels de gouvernement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous reproche. La paire est jeune, voilà. Mal organisé ou pas organisé du tout? Alors, on en discute. Je vais répondre justement sur la dynamique de la jeunesse. Il y a toujours cette prise en compte, puisque nous sommes un pays jeune, prise en compte de la jeunesse dans nos listes, aussi bien sur la liste nationale, la proportionnelle, que dans les listes départementales. Je pense qu'on découvrira tous ensemble avec le même bonheur d'avoir fait confiance au président Macky Sall qui a l'art de prendre souvent de très bonnes décisions. Parce que équilibrées et des décisions justes. Première préoccupation du président Macky Sall, quand il s'agit d'arbitrer, c'est d'être le plus juste possible. Voilà le résultat que nous aurons. Mais il y aura quand même des cas de frustration. Comment comptez-vous les gérer? Ah, mais ça, c'est le lot quotidien de toute investiture. Chaque fois qu'il y a un choix, il y a quelqu'un qui n'a pas été choisi, ou d'autres qui n'ont pas été choisis et qui avaient vocation, qui avaient la même qualité et les mêmes aptitudes. Mais c'est comme ça. Maintenant, il faut poursuivre le dialogue. Et puis, ce n'est pas parce qu'on n'est pas investi que c'est la fin du monde. Il faut continuer le dialogue. Ce qui importe, c'est que nous allons à l'Assemblée nationale, non pas pour se faire voir en tant que député, mais pour donner au président de la République la majorité parlementaire qui lui permet de continuer la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Donc l'élection se joue sur cet enjeu national. Maintenant, c'est organisé au niveau départemental et quand il y a une consultation électorale, chacun d'entre nous, et ça c'est le réflexe de l'homme politique, veut montrer sa suprématie dans sa base. Ça c'est compréhensible et légitime. Mais l'enjeu n'est pas lié à une visibilité locale. C'est d'abord la victoire pour notre camp, ensuite
la majorité à l'Assemblée nationale pour poursuivre la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Alors, vous l'avez dit, on va rebondir sur le bilan. Vous allez battre campagne autour du bilan. Le bilan du chef de l'État, il est question aussi du chômage des jeunes au Sénégal. Or, les jeunes continuent à réclamer du travail. Macky avait promis 500 000 emplois chaque année. Jusqu'ici, les chiffres tardent à se concrétiser. Qu'en est-il de ce bilan exactement pour les 5 ans? Mais le chômage des jeunes est un phénomène mondial. Ça, pour bien discuter, il faut qu'on en soit d'accord. Dans notre pays, c'est la préoccupation majeure. Pourquoi préoccupation majeure? Puisque nous sommes dans un pays où plus de la moitié a moins de 30 ans, sur la base des statistiques. Mais c'est pour donner un ordre d'idée. Oui, le président Macky Sall avait pris un engagement et au bout de 5 ans, nous sommes sur les bonnes bases pour arriver à 500 000. Puisque au dernier bilan des emplois créés donné par le ministre du Travail, nous sommes aujourd'hui à plus de 300 000 emplois créés. Et ça, il s'agit... Au niveau national. Au niveau national. Et par région. Il s'agit d'emplois, je vais y venir tout à l'heure. Il s'agit d'emplois, de contrats enregistrés par les services de la main-d'œuvre du ministère du Travail, de contrats enregistrés et validés par les inspections. Et cette énumération-là, ce bilan-là, ne tient pas en compte les emplois agricoles. Il ne tient pas en compte les emplois agricoles et il ne tient pas en compte les emplois issus de la vitalité du secteur informel. Donc ça, c'est la réalité. Maintenant, on n'a pas encore les 500 000. On y arrivera sur ces bases-là, on y arrivera avec beaucoup d'entrain. Mais la question reste centrale. Puisque aujourd'hui, chaque fois que vous avez créé 100 000 emplois, vous avez 200 000 emplois, 200 000 nouvelles entrées dans le marché du travail. Parce que nous savons cette vitalité démographique. Et justement, il faut positiver le dividende démographique, prendre appui sur la jeunesse de notre pays pour les qualifier aux emplois de demain. On a identifié les problèmes qui restent les barrières à l'emploi. C'est d'abord des problèmes de qualification. C'est pour ça que nous avons diversifié et renouvelé l'offre de formation dans notre pays avec la création de plus de 32 BTS nouveaux dans les métiers de l'automobile, de la plomberie, de la construction, des travaux publics, métiers dont on a besoin pour développer. Et cette redéfinition de l'offre est accompagnée de la mise en place des écoles et des centres de formation. Nous avons encore diversifié l'offre de formation en mettant des filières courtes et qualifiantes dans certains métiers, donc en dessous du BTS. De la même manière, on a renouvelé l'offre de formation et de qualification à travers les instituts supérieurs d'éducation, d'enseignement professionnel, des ISEP, qui sont des équivalents de BTS. Mais c'est parce que nous avons compris qu'il y avait un écart extraordinaire entre le nombre de personnes qui sortent du système sans être alphabétisées correctement et ceux qui ont des diplômes supérieurs, alors que la dynamique de notre développement économique requiert des formations intermédiaires et des formations techniques. Et c'est ce même esprit qui anime le système classique avec la promotion des matières scientifiques, puisque nous produisons peut-être un peu trop de littéraire et de fonctions tertiaires au détriment des fonctions industrielles et du secteur primaire. Donc c'est comme ça qu'on arrivera à produire suffisamment d'emplois en donnant à la formation toute sa place, en donnant au secteur professionnel et technique leur importance dans notre offre pédagogique pour régler le problème de l'articulation entre le monde du travail et le monde de l'éducation et de l'enseignement. Alors le monde du travail, c'est le secteur privé. Est-ce qu'aujourd'hui l'environnement des entreprises sénégalaises permettent de prendre tous ces jeunes qui sont demandeurs, 200 000 vous avez dit par année? Mais la dynamique et la vitalité du secteur privé, un exemple, c'est votre groupe de presse. Vous êtes un groupe qui vient d'être créé sur initiative et capital privé. Vous êtes au moins une soixantaine de personnes qui y travaillent. Donc ça, c'est emblématique de la vitalité de notre secteur privé. Je pense qu'il nous faut avoir un discours très cohérent sur l'implication du secteur privé qui fait son chemin, qui avance en renforçant sa compétitivité, sa productivité, parce qu'on a des problèmes de ce type. Nous sommes dans un environnement concurrentiel.
Et vous ne pouvez pas avoir des niveaux de productivité inférieurs et être bon dans la compétition. Vous ne pouvez pas être compétitif si sur le secteur il y a d'autres questions que vous n'avez pas encore réglées. Qualité de produit, efficacité interne. Donc il y a tout un système. Et justement, nous en avons une claire conscience, et ceux qui nous ont devancés d'ailleurs l'avaient bien réfléchi en relation avec les partenaires au développement. Et ils ont mis en place des structures telles que l'ADPME pour accompagner les PME, le programme de mise à niveau, donne la perspective de renforcer la productivité. Qu'est-ce que le président Macky Sall a fait en plus? Il a mis en place des dispositifs et des systèmes pour doper cette perspective de la compétitivité en mettant en place une structure comme le FONSIS par exemple, dont l'une des raisons d'être est de prendre des participations dans des entreprises du secteur privé, les accompagner, les aider à gagner des parts de marché, devenir en vérité des champions et ensuite accompagner cela. Et nous avons fait le choix de certains secteurs, secteur de la santé, secteur des télécoms, secteur des technologies de l'information et de la communication. Et justement, une expérience nous a permis de créer une entité, une entreprise qui produit justement du sérum physiologique. Et c'est à Bourg. C'est justement parce qu'il y a eu une initiative privée accompagnée par le FONSIS que nous pouvons produire ça. Et c'est ainsi que nous aiderons les entreprises, notre secteur privé national, à gagner des parts de marché, à devenir des champions. Une autre idée a été ouverte, et ça c'est avec le président Macky Sall, c'est réserver une part de la commande publique aux entreprises du secteur privé. Donc ça c'est aussi une contribution qui devra permettre au secteur privé de se renforcer, de renforcer ses capacités. Le bilan du président, c'est aussi cette découverte du gaz et du pétrole. On parle de ressources naturelles. Avec toutes ces polémiques, le frère du chef de l'État qui est cité hier, récemment, on a annoncé le départ du ministre ou limogeage du ministre Thierno Alassane Sall. Selon mes confrères de la radio RFM, je vais me permettre de les citer, il serait lié à des parts du frère du chef de l'État qu'il a refusé de signer. Écoutez, les découvertes du pétrole, ce n'est pas le bilan du président Macky Sall. C'est une opportunité pour tout le Sénégal. Le président Macky Sall, il a rien fait pour qu'on trouve du pétrole. C'est le sous-sol, mais c'est arrivé sous son mandat. Maintenant, pour l'instant, le bilan, je pense que c'est le bilan de l'opposition sur le pétrole. Le bilan de l'opposition, ils en parlent toujours dans une approche très soupçonneuse, accusatoire. Ils n'ont convaincu personne, ni les Sénégalais, ni les experts. C'est ça le bilan sur le pétrole. Maintenant, nous, on ne parle pas de bilan du pétrole. Même si les contrats sont nous parlons de perspectives. Les perspectives sont les suivantes. Première chose, et première préoccupation du président Macky Sall, faire du secteur des hydrocarbures un modèle et un exemple de bonne gouvernance. En quoi faisant? D'abord, en réglant la question de l'adhésion du Sénégal à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les entreprises multinationales, qu'elles soient américaines, françaises, norvégiennes, anglaises ou autres, dès lors qu'elles interviennent au Sénégal, sont tenues par la législation de leur pays et par la réglementation de l'ITIE de déclarer tout ce qu'ils ont fait. Tout argent donné, tout pétrole tiré d'une localité. Et ça, ce n'est pas une affaire entre Sénégalais là, mais ça concerne des pays comme la Norvège, l'Angleterre, la France, les États-Unis. Tous ces pays-là, qui sont des pays sérieux, mais nous sommes aussi sérieux qu'eux, ça il faut qu'on l'accepte. Ça renforce la transparence. Deuxième niveau de transparence, c'est la mise en place du COS pétrole et gaz. Et dans l'ITIE, il y a la société civile, il y a les syndicats, il y a tout le monde. Donc on ne peut pas, avec des acteurs qui surveillent les bonnes pratiques et la démocratie, jouer à cacher les choses. Donc ça, il faut qu'on présume de la bonne foi et ce sera le cas. Deuxième niveau sur la transparence, c'est le COS Pétrogaz. Une instance de réflexion et d'élaboration stratégique pour voir quelles sont les politiques à développer en la matière
avec des orientations clairement données par le président Macky Sall. Comment faire pour que le pétrole profite aux Sénégalais? Comment faire pour ne pas tomber dans les travers que certains pays ont connus avec la découverte du pétrole? Et les orientations ont été formation des jeunes pour que les Sénégalais acquièrent les qualifications qui leur permettent de travailler dans le secteur du pétrole, qui est un secteur nouveau. Option de politique économique. Le Sénégal veut exploiter le pétrole pour produire de l'énergie la moins chère possible afin d'attirer des industries ici au Sénégal, puisque le facteur de production que constitue l'énergie est déterminant dans les choix stratégiques des entreprises. Certains pays ont fait cette option de produire du pétrole moins cher et ont attiré justement la fabrication d'uranium, la fabrication d'aluminium, alors qu'ils n'ont aucun minerai. Donc nous avons cette option. C'est une option qui est fondamentale, puisqu'elle diffère de celle qui aurait consisté à exploiter le pétrole en haute mer, et puis ça ne profiterait qu'à 50 personnes. Donc, avec le pétrole, nous voulons redynamiser et créer les conditions du renouveau industriel et productif. C'est ainsi qu'on crée de l'emploi pour la jeunesse. Troisième orientation, le président a dit dans le cadre d'une loi qu'il faut répartir les ressources attendues de l'exploitation du pétrole en part pratiquement égale, la règle des 3 tiers, pour que l'un des tiers soit réservé aux générations futures. C'est ça l'option de transparence que nous avons choisie. Dernière option de transparence, quand la société civile, les hommes politiques ont demandé la publication des contrats, les contrats ont été publiés. Mais je signale au passage que quand les contrats ont été publiés, cela n'a intéressé personne. Ils sont publiés dans quel site? Ils sont publiés dans le site du gouvernement avec les connexions. C'est l'espace de communication du gouvernement. Le site du gouvernement est, à l'heure où je vous parle, ils sont encore disponibles, téléchargeables sous format PDF dans le site du gouvernement. Alors vous avez... Et ces contrats-là, ce sont des contrats types. Il n'y a pas un contrat fait pour Total, un autre fait pour Kumba Gawlo, un autre fait pour Seydou Gueye. C'est le même type de contrat. Puisque le Sénégal a fait l'option, depuis la loi de 98, de faire le modèle du contrat de recherche et de partage de production. Il y a 3 systèmes en général. Il y a le système de concession, il y a le système de contrat de service et il y a le système de contrat de recherche et de partage de production. Et dans tous les pays du monde qui ont fait cette option, la phase recherche et exploration n'est pas fiscalisée. Ça, c'est clair. Dans tous les pays du monde, ça fonctionne de la même façon. L'entreprise nationale, et dans le cas d'espèce, c'est Petrosen, est immédiatement titulaire de 10% des parts de la société qui vient en exploration, sans verser 1 centime. En cas de découverte, elle fait monter ses parts. Et le système est fait de sorte que, au moment de l'exploitation, s'il y a des découvertes, selon la taille du gisement, la part du Sénégal peut arriver à plus de 60% ou 70% des ressources tirées du pétrole. C'est ça. Pour combien d'années d'exploitation? Mais pour l'instant, il y a le contrat de recherche. Je ne sais pas. L'exploitation, ça peut durer 20 ans, ça peut durer 40 ans, ça dépend de la taille du gisement. C'est comme ça. Alors, vous avez parlé d'options de transparence, mais malgré malgré cette communication, ces communicants qui gravitent autour du chef d'État, les Sénégalais ont du mal à comprendre les contrats pétroliers et gaz. Est-ce qu'il y a la communication du président ne pêche pas aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Allez en France ou dans un autre pays et vous allez voir, est-ce que les citoyens de ces pays ont un niveau de communication et d'information? C'est un secteur nouveau, suffisamment technique et suffisamment complexe au titre de l'expertise qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi. Est-ce que vous savez comment même se constitue le pétrole? Comment se constitue le pétrole? Est-ce que c'est du liquide? Non, on essaie de faire la communication qui est une communication de réalité. Nous avons une communication de transparence. Là, on a mis en place le dispositif. On a mis une communication de prise en charge,
puisque en dégageant les perspectives, le président de la République, à travers le COS, l'ITIE et les perspectives stratégiques, a montré que c'est l'homme de la situation. Il connaît le secteur et il donne la bonne prise en charge. C'est ça les deux types de communication que nous avons. Une communication de transparence, une communication de capacité. Maintenant, l'opposition, elle est dans son rôle. Elle a fait une communication d'intoxication et de désinformation. Pourquoi vous accusez tout le temps l'opposition? Mais parce que c'est l'opposition qui est en train de parler et qui de nous faire face. Vous voulez que je dise que c'est la presse qui fait un travail d'intoxication? Ce que je dirais à la presse, c'est pas moi, c'est pas ici que c'est pas à moi de dire ce que fait la presse. C'est l'opposition qui tient un discours construit autour de l'intoxication, de la désinformation. Regardez tout le temps qu'on a passé à parler des séquences fiscales sur la phase exploratoire. Alors que dans tous les pays du monde, c'est une option d'attractivité, puisque ça demande énormément d'investissement et le Sénégal n'a pas les moyens. Regardez comment le même type de contrat est en cours dans beaucoup de pays du monde et on trouve ça scandaleux que le Sénégal opte pour ça. On sait que le secteur du pétrole est un secteur à haute intensité capitalistique et nous n'avons pas les moyens, ni l'État ni les privés sénégalais n'ont pas encore les moyens. Et nous n'avons même pas les capacités humaines. Et pourquoi le frère du chef de l'État, son nom revient tout le temps dans ce dossier? Et parce qu'il a été un acteur du secteur. C'est tout. Il a été un acteur du secteur. Il ne l'est plus. Sa dernière décision, il s'est retiré des activités pétrolières au Sénégal. Maintenant, dans ses activités privées, j'en sais rien. Mais pour le Sénégal, il n'est plus acteur du secteur. C'est à cause de ce dossier que Thierno Alassane Sall a quitté le gouvernement. Vous en êtes sûr? Je pose la question. Je ne peux pas vous répondre. Alors, pourquoi ne pas mettre en place un système médiatique basé sur le digital pour permettre à tout un chacun d'y accéder, pour lever tout équivoque? Moi, je ne suis pas un fétichiste du digital. Nous avons les moyens de communiquer. Nous avons pris des dispositions pour la transparence, une communication de réalité et une communication de capacité. Donc c'est ce qu'il faut. Chaque fois que les citoyens sénégalais auront besoin de l'information, ils la trouveront auprès ou de l'ITIE, ou du COS, ou du Bureau de l'information gouvernementale, si l'instance est mise en œuvre, mise en place. Voilà. La bonne gouvernance fait partie aussi du bilan du chef de l'État. On va parler de ces différents rapports qui ont été produits par les corps de contrôle. Aujourd'hui, des rapports produits par l'OFNAC dorment encore dans les tiroirs. Et qu'est-ce qui explique ce retard? Dans quel tiroir ils dorment? Bon, on suppose que les rapports produits par l'OFNAC et l'IGE sont remis au chef de l'État. Non, il faut être clair. Les rapports de l'OFNAC ne passent ni à la présidence ni à la primature. Ils sont directement donnés au procureur de la République. Et pourquoi le directeur du COUD n'est toujours pas convoqué? Mais ça, il faut demander aux magistrats. Le rapport de l'OFNAC, il ne passe pas par la présidence ni par la primature. Il est directement remis au procureur de la République. Voilà. Et pour les rapports celui de l'IGE, il passe à la présidence et à la primature. C'est ça la règle. C'est ça la règle. Les rapports de l'IGE ont été transmis. Et en bloc. Celui qui concerne Khalifa Sall. Le rapport concerne une inspection sur les mairies, les collectivités locales. La mairie de Pikine a été concernée. La mairie de Kaolack a été concernée par cette inspection. Et vous le savez, l'IGE a un programme tous les 5 ans d'inspection dans les collectivités locales. La mairie de Fatick a été concernée. D'autres mairies ont été concernées. Voilà. Et pour d'autres cas, il s'est agi de faire reprocher aux maires qui leur ont valu une présence, une convocation devant la section financière, je ne sais plus comment on l'appelle, chambre de discipline budgétaire de la Cour des comptes, puisque en vérité, il n'est pas dit qu'un rapport de l'inspection générale d'État a pour finalité de mettre les gens en justice. La plupart du temps, vous avez énormément de recommandations qui sont faites pour améliorer la gestion. Parfois, on peut demander le changement dans la procédure de nomination d'un comptable matière. Parfois, on peut demander une
procédure renforcée pour la signature. Ce sont des recommandations qui doivent être prises en compte et qui doivent être mises en œuvre. Il arrive également que dans ces rapports, que certains faits qui étaient visés ne portent que sur des fautes de gestion. Et auquel cas, les personnes qui en sont convaincues sont dans l'obligation de réparer tel que le prévoient les textes. Et dans d'autres cas, il arrive que les faits qui sont reprochés aux personnes responsables de la gestion qui a été ainsi auditée ont fait des choses qui pourraient leur valoir une information judiciaire et peut-être une convocation devant les services de la justice, une inculpation. C'est le cas de Khalifa. Je pense que dans son cas, il s'agit principalement de ça. Y a-t-il pas la main de l'État derrière? Vous voulez voir du la pouvoir main. exécutif? Vous voulez voir la main de l'État derrière toute situation qui peut prêter à confusion. Parce qu'il est membre de l'opposition. Il est membre du Parti socialiste. Il est membre de Non, attendez. Il est membre du Parti socialiste. Le Parti socialiste dans l'opposition? Mais lui, il n'est pas du parti. Mais lui, il n'est pas avec le pouvoir aussi, ça on le sait, même s'il est du Parti socialiste. Alors, mais je considère qu'il est du Parti socialiste et qu'il a fait une option. C'est la première fois depuis le référendum, je crois, qu'il a pris une position contraire à celle du Parti socialiste et qu'il a pris une position contraire à celle de Benno. Mais le rapport, c'est 18 mois d'enquête. N'est-ce pas là la coïncidence? Quelle coïncidence? Il quitte Benno Bokk Yakaar et il commence à être inquiété par un rapport qui date. Mais est-ce que parce qu'il savait, est-ce qu'il n'a pas quitté parce qu'il se savait que potentiellement inquiétable, pour parler en français ordinaire? Non, on s'amuse dans notre pays à parler de dossiers qui sont pendants devant la justice. Mais la loi nous interdit tous de le faire. Alors nous interdit de parler de dossiers pendants devant la justice. Et on s'amuse à le faire. Est-ce que c'est élégant qu'un maire de la capitale, un tête de liste nationale, se retrouve en prison à quelques mois des élections dans une démocratie? Dans une démocratie. Dans une grande démocratie. Est-ce que le fait d'être un maire vous donne un privilège de juridiction? C'est inacceptable en démocratie. L'état de droit, c'est l'égalité de tous devant la loi. Est-ce que c'est élégant qu'un candidat issu des primaires dans un autre pays, qui était potentiellement parmi les favoris, se retrouve en pleine campagne, mis en examen par la justice de son pays, pour des faits qui sont moins importants d'ailleurs, pour des costumes qu'il aurait reçus? Mais là, il s'agit, tel que nous avons appris les choses par la presse, il s'agit de sommes mensuellement estimées à 30 millions. Ça veut dire que c'est du 1 million par jour. Est-ce que c'est élégant que des citoyens dakarois, des citoyens sénégalais qui avaient le droit d'être assistés se voient un peu déshérités, pour parler comme ça, 2 millions de francs par jour? Non, la question, elle est centrale. Est-ce que nous sommes prêts à l'exigence de bonne gouvernance et de reddition des comptes que les Sénégalais ont érigé en exigence centrale depuis 2012, ou est-ce que nous voulons continuer les mauvaises pratiques qui ont conduit le Sénégal dans les pistes du mal-développement et du sous-développement? L'option du président Sall, c'est d'y aller dans la perspective de la bonne gouvernance, qui est aujourd'hui pour lui, depuis 2012, depuis qu'il met en œuvre ses politiques publiques, c'est la matrice de toutes les politiques publiques. Et dans ce cadre-là, nous avons fait beaucoup de progrès, même s'il reste encore du chemin à faire. Puisque c'est avec lui qu'on a eu la FNAC, justement. La FNAC, c'est une structure qui est plus efficace parce qu'elle a le pouvoir renforcé que la structure, la Commission nationale de lutte et de concussion. Par cette qualité de pouvoir faire ses enquêtes et de transmettre son dossier au procureur sans passer par le pouvoir exécutif. L'OFNAC, c'est la structure qui recueille les déclarations de patrimoine. Et ça, c'est important.
Beaucoup de pays qu'on cite en exemple n'ont pas cette procédure de déclaration de Et patrimoine. les journaux de ce vendredi évoquent 6 inspecteurs qui ont été limogés à l'OFNAC aussi. Quand est-ce? C'est paru dans les quotidiens de ce 2 juin. Qui ont été limogés ou qui Oui. ont eu des contrats qui sont arrivés à terme? Bon, on dit limogeage, on dit contrat arrivé à un terme selon l'OFNAC, mais Mais selon non, ça- eux, selon non, les c'est-à-dire, vous concernés, ne pouvez ils pas. ont été limogés. Vous ne pouvez pas reprendre toujours les mêmes problèmes. Quand on dit que vous avez un contrat de travail qui arrive à terme à telle date, à la survenue de ce terme, mais le contrat est terminé. Quand vous avez un mandat qui arrive à terme à telle date, mais à la survenue du terme, votre mandat est terminé. Nous nous sommes levés, ici tous, comme un seul homme, quand un président de la République a voulu faire plus de 2 mandats tels que d'autoriser la Constitution. C'est le peuple qui s'est levé qui lui a fait face. Si les termes sont bien définis, il n'y a aucune difficulté. Si en plus la loi dit qu'il n'y a pas une obligation pour l'autorité qui nomme à renouveler, je ne vois pas pourquoi une fin de mandat devient dramatique et un problème. Alors, on voudrait avoir votre point de vue sur cette polémique actuelle. Aujourd'hui, bon nombre de personnes ne vivent qu'à travers les réseaux sociaux. La caricature est censée faire rire et aujourd'hui semble du tout tolérée au Sénégal. Pour preuve, il y a une jeune fille qui est en prison, bien d'autres avec personne. Qu'en est-il? Quelle est votre position par rapport à ça? Mais il y a d'abord une précision qu'il faut apporter. Il ne s'est pas agi de caricature, il s'agit d'un photomontage. Photomontage. Ça, c'est tout à fait, ce n'est pas un art, ça. La caricature, c'est un métier. Avec des professionnels. Elle est tolérée parce que, souvenez-vous, c'est au Sénégal qu'on a eu le premier organe satirique, le Cafard libéré, qui était dans la dérision, la caricature. C'est un style et un genre journalistique avec sa rationalité professionnelle. Personne ne conteste ça. Personne. Et pour ne pas le citer, Oya, il travaille tous les jours dans... C'est un article, lui, c'est un journaliste qui le fait bien. Maintenant, ce dont il s'est agi, c'est 2 choses sur lesquelles il nous faut prendre garde. La première, c'est l'usage abusif des réseaux sociaux. Parce qu'on est en train d'utiliser les réseaux sociaux comme si on était en train de manipuler une arme qu'on n'a pas appris à utiliser. Et c'est toujours le coup fatal, ça vous fait mal. Deuxième réalité, c'est que nous sommes en train d'entrer dans la modernité d'une façon qui n'est pas bonne. Puisque aller dans la modernité, c'est y aller avec ce que nous sommes, non pas aller prendre ce que les autres sont. Aujourd'hui, nous sommes une société structurée avec des notions fondamentales de respect de la personne, de respect de l'image. Et nous voulons nous débarrasser de tout ça pour dire qu'il n'y a que la liberté qui compte. Mais la liberté, elle ne se conçoit que dans le cadre de la responsabilité. Je pense qu'il y a des actions urgentes à devoir prendre, de sensibilisation sur les technologies de l'information et de la communication, puisque le problème que nous avons il est civilisationnel. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, c'est la rue qui entre dans votre chambre à coucher. Vous éduquez vos enfants selon un modèle précis, mais une fois qu'elles sont ou qu'ils sont dans leur chambre à 2 heures du matin, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire avec les téléphones portables. Puisqu'aujourd'hui, avec la dématérialisation du support informatique, l'accès aux technologies de l'information passe par le portable et qui est une propriété totalement privée et dans votre poche. Pourtant, c'est ça notre nouvelle situation. Donc, il y a un travail de sensibilisation, mais également de réglementation à faire. On a trop d'abus et tous les jours. J'ai vu l'autre jour une histoire de sextape aussi, à cause d'un mariage. Voilà, pour toute raison. On enregistre les gens et on diffuse des éléments qu'on voudrait présenter comme compromettants. On fait du photomontage pour faire passer une virtualité comme la réalité. Ce sont ça les nouveaux problèmes que nous avons. Ce sont des défis civilisationnels, mais ça demande également une nouvelle législation, de la réglementation, beaucoup de rigueur.
dans la façon de suivre le secteur. Et dans ce cas précis, le gouvernement est-il prêt à pardonner à cette jeune dame? Écoutez, on parle du président qui a été... Non, on ne peut pas être schizophrène. Où est-ce qu'on est je crois que quand on est dans un état de droit, il y a des consensus qui donnent la force à l'état de droit. Le premier consensus, c'est que la loi est au-dessus de tout le monde. Deuxième consensus, pour que l'état de droit marche, tout le monde a la même dignité, la même égalité devant la loi. Troisième chose, on ne peut pas avoir un système normatif et ne pas l'utiliser pour dire nous allons invoquer toujours le système moral. Pardon. Parfois aussi, quand on est coupable de faits, ça c'est la justice qui l'établit, il faut qu'en conséquence, qu'on assume. On ne peut pas demander à la justice de ne pas faire son travail. Vous avez suivi la dernière sortie de Maître El Hadji Diouf? Non, je n'ai pas fait attention. Il a parlé de détournement au niveau de l'Assemblée nationale concernant le carburant, le vidange, entre autres le changement des pneus des différents véhicules. Ça, ce n'est pas l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de l'Assemblée nationale qui est une institution à part. Le gouvernement ne peut pas s'immiscer dans la gestion de l'Assemblée nationale. C'est le gouvernement qui détient la majorité à l'Assemblée nationale. Mais c'est pas une affaire, la majorité c'est une affaire politique. Le gouvernement, l'Assemblée nationale c'est une institution qui est dotée en ressources publiques. La majorité parlementaire, c'est le cadre politique. Mais vous êtes, responsable de l'APR. Mais ce n'est pas une histoire d'APR, c'est une histoire d'institution et de gestion transparente ou non. Ce n'est pas une affaire politique et ce n'est pas l'affaire du gouvernement. Le gouvernement, il est le pouvoir exécutif. Et quand vous allez à l'Assemblée nationale en tant que membre du gouvernement, votre espace est limité. Vous n'avez pas le droit de poser votre pièce dans l'hémicycle. Pour dire que ce sont des espaces séparés et des institutions. Des histoires de gestion de l'institution, ce ne sont pas des questions politiques. Question politique, c'est Benno Bokk Yakaar. C'est le groupe libéral, je ne sais pas comment il s'appelle encore. Ça, c'est la question politique, la dimension politique. Mais les histoires de gestion d'une institution ne sont ni politiques, ne sont ni l'affaire du gouvernement. Il s'agit de l'institution elle-même, avec son autorité, le chef de cette institution, et toutes les personnes qui sont en situation de responsabilité pour le fonctionnement harmonieux de l'institution. Seydou Gueye ne figure pas dans la liste des législatives, vous l'avez dit vous-même. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous avez renoncé à vos ambitions de reconquérir Médina? Mais non, il faut qu'on comprenne les choses en dynamique. Je suis de la Médina, je serai toujours dans toutes les batailles qui concernent mon quartier. Ce sont des batailles pour son développement. Parfois, ça passe par un engagement politique ou une compétition électorale, mais la plupart du temps, c'est des actions au quotidien que nous faisons pour que nos concitoyens de la Médina vivent mieux, se portent mieux. C'est des interventions dans les mosquées, c'est de la solidarité de proximité, c'est des perspectives qu'on ouvre à nos concitoyens. C'est ça la bataille de la Médina. Je ne suis pas investi sur les listes pour une élection législative, mais je suis aussi bien, et je dirais même plus engagé que tous mes camarades qui sont investis dans Dakar, pour que tous ensemble, nous donnions à notre coalition la victoire dans Dakar et dans le reste du pays. Donc il n'y a aucun égoïsme, aucun complexe. Je dis à mes camarades de Dakar, qui sont investis dans leur liste, qu'ils pourront toujours compter sur mon engagement, ma combativité et mon apport pour que nous ayons tous la victoire le 30 juillet. Et cet engagement aussi, je le réitère auprès de l'ensemble des investis de Benno Bokk Yakaar dans ce que nous savons faire et ce que nous savons apporter du fait de notre contribution à la mise en œuvre des projets et programmes présidentiels. N'êtes-vous pas en train de laisser le terrain à Bamba Fall? Mais ce n'est pas une histoire de terrain, on ne laisse le terrain à personne. Est-ce que vous avez fait des sondages pour savoir, est-ce que vous êtes venu à la Médina pour savoir comment ça se passe au quotidien? Est-ce que vous savez? Ce qui se passe, c'est Bamba Fall qui est le maire. Il est le maire, c'est la réalité, et il a été porté par les populations de la Médina en 2014. Est-ce que vous êtes venu sur le terrain pour savoir ce qui s'y passe? Est-ce que vous connaissez ma présence sur le terrain à la Médina? Je pose la question.
Non, moi, je réponds pas aux questions. Je pose les questions. Mais la question Je que vous pose les posez... questions pour savoir parce que j'ai pas assez d'informations pour cette question. Alors, mais moi, je suis présent à la Médina. Je suis présent aux côtés d'autres responsables politiques, aux côtés d'autres ministres qui sont engagés, qui sont en train de faire un énorme travail. Je voudrais les remercier, le ministre Abdoulaye Seck, Maïmouna Ndoye, Cheikh Tidiane Ba, les impôts et domaines, Eva Marie Kolsek. Voilà, nous sommes en train de travailler. Tout ça sous l'autorité et la bienveillance de notre doyen, le président El Hadji Malick Sy Souris, qui nous aide à construire la cohérence. Et aujourd'hui, les populations de la Médina se rendent compte que avec nous, il y a des raisons d'espérer. Coalition gagnante, Manko Taxawu Sénégal de Abdoulaye Wade à la tête de cette liste nationale. Le président Abdoulaye Wade, il a la liberté de s'engager dans des batailles de ce type. Je voulais lui souhaiter d'ailleurs un très bon Ramadan. Puis voilà. Moi, je n'ai pas de commentaire particulier à faire, sinon juste un adversaire de taille. Oh, on ne le craint pas. Moi, je pense que le président Abdoulaye Wade aurait été... Moi, je pensais qu'il aurait pu être investi sur la liste des Sénégalais de l'extérieur. Pourquoi? Ben, parce qu'il est à l'extérieur. Et il s'est inscrit à l'extérieur. Mais il vote à Dakar aussi. Ah, oui, peut-être qu'avec ce système, vous avez raison, on peut s'inscrire à Paris et venir voter à Dakar. Non, je pense qu'on l'attend avec beaucoup d'impatience. Il va redonner peut-être du sel à nos campagnes. Il a le chic de la belle campagne électorale. Mais bon, moi j'aurais mieux vu le président Abdoulaye Wade autre part. Où exactement? Je l'aurais vu autre part que sur une liste où on joue à dire on va faire une coalition pour que je sois élu. C'est pas ça. Non, je l'aurais vu autre part. Il mérite mieux que ça pour le service qu'il a rendu à notre pays. Il a beaucoup servi la démocratie, comme je le dis toujours. Du temps où il était de l'opposition, il n'a pas eu le même succès avec la démocratie en étant au pouvoir, mais il fait partie de notre histoire. Et ces coalitions de Manko? Ben écoutez, Manko est parti d'une idée généreuse, d'un grand regroupement. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des difficultés, puisque la vision de la coalition pour chacun, c'était de dire « oui, faisons une coalition pour que je gagne ». Donc voilà, ils ont oublié le Sénégal. Ils se sont plus préoccupés d'eux-mêmes et de leur avenir. Et finalement, Manko, ou l'idée de départ, c'est pas moins de 7 coalitions qui sont issues du Manko générique. C'est près de 7 coalitions. Et nous sommes partis du Benno générique de 2009, qui était le Benno Siggil Sénégal. Et depuis 2012, nous sommes dans le cadre unitaire de Benno Bokk Yakaar. Et vous pensez que ça vous donne de l'avantage? Ben écoutez, faites vous-même le compte. Benno a fait un cycle électoral complet dans notre pays. Il a fait tout type d'élection possible dans notre pays. Et à chaque fois, Benno l'a emporté. Je vous laisse placer votre dernier mot parce que nous sommes au terme de cette émission. Mais merci beaucoup de nous avoir permis d'échanger avec vos auditeurs. C'est pour moi l'occasion de souhaiter un bon Ramadan à tout le monde et de dire à Kumba Gawlo de tenir parce que les Sekens là, ils sont complètement affolés, mais il reste que juste quelques jours. On a déjà fait 8 jours, je crois, ou 9. C'est déjà bien, hein? Et Sekens et Diawen, qu'ils gardent le courage et c'est bientôt terminé. Mais dire également tout le bonheur que j'ai eu de partager cette heure avec vous et vos auditeurs, mais surtout souhaiter bon vent à votre groupe. Je pense que c'est inédit, c'est un groupe qui est dirigé par une femme qui a une belle personnalité, qui est très dynamique sur plusieurs fronts, la promotion de l'enfance, la promotion de l'entrepreneuriat, le leadership féminin. Ce sont des thèmes d'avenir et des préoccupations qui devraient nous aider à entrer de façon beaucoup plus généreuse et intelligente dans la modernité. Elle est à l'avant-garde de ce combat, je lui donne tous mes encouragements. Et puis, bonne continuation à votre groupe. Alors, c'était le ministre Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement dans l'émission Le Grand Oral.
Avec un immense plaisir par Mody Gueye à la partie technique avec Mbaye Kébé et Antoumar. Rendez-vous est pris samedi prochain pour un nouveau numéro. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive.